Entre pouvoir et puissance, Deleuze et l'image de la pensée. Pour amorcer la compréhension du sens dans lequel, par exemple, un problème à spectre large et très actuel comme celui du pouvoir des images se pose dans la philosophie de Deleuze, on peut prendre comme point de départ la dernière fois que Deleuze parle explicitement de l'image de la pensée. Il s'agit de la préface à l'édition américaine de Différences et répétitions, qui cependant n'est pareille aux États-Unis qu'en 1994. Deleuze va mourir d'ici une année, 1995. Dans ces très brèves préfaces, Deleuze résume les 5 problèmes principaux abordés dans Différences et répétitions, et il affirme ce qui suit à propos du chapitre 3, ayant justement pour titre l'image de la pensée. Je cite de la première citation de Feuille. Finalement, dans ce livre, il me semblait qu'on ne pouvait atteindre aux puissances de la différence et de la répétition qu'en mettant en question l'image qu'on s'effaçait de la pensée. Je veux dire que nous ne pensons pas seulement d'après une méthode, tandis qu'il y a une image de la pensée, plus ou moins implicite, tacite et présupposée, qui détermine nos buts et nos moyens quand nous nous efforçons de penser. Par exemple, on suppose que la pensée possède une bonne nature et le penseur une bonne volonté. On se donne comme modèle la recognition et l'on suppose que les vrais concernent les solutions, c'est-à-dire des propositions capables de servir de réponse. Telle est l'image classique de la pensée. En tant qu'on n'a pas porté la critique au cœur de cette image, il est difficile de mener la pensée jusqu'à des problèmes qui débordent le mode propositionnel, de lui faire opérer des rencontres qui se dérobent en toute recognition, de lui faire affronter les vrais ennemis. Dans Différences et répétitions, à conclusion, cette recherche devient autonome et devient la condition pour la découverte de 2 concepts. Aussi, est-ce le chapitre 3 qui me paraît maintenant le plus nécessaire et le plus concret. Donc, je souligne que Deleuze va mourir d'ici un an, donc c'est encore le plus concret des problèmes, celle de l'image. Bon, à partir d'une problématisation de la structure théorique de la philosophie de Deleuze, je voudrais montrer qu'il y a la possibilité de montrer le rôle central qui joue l'image de la pensée. Ensuite, dans la deuxième partie de mon intervention, à la lumière de quelques références kantiennes, il faudra voir que le discours deleuzien sur l'image de la pensée, en réagissant au pouvoir de cette image, elle montre une certaine puissance inépuisable. Donc on va partir de 2 concepts deleuziens qui sont celles de structure et de problème. On n'a pas l'habitude d'associer le concept d'image de la pensée à la philosophie de Jules Deleuze avec la même instantanéité avec laquelle, plus souvent, d'autres concepts plus célèbres y sont associés, comme ceux de différence, corps sans organe, machine décidérante, etc. Mais on peut affirmer, comme l'ont déjà fait certains lecteurs, la primauté du problème de l'image de la pensée dans la philosophie de Deleuze. Dans ces cas, par primauté, on entend le rôle propulseur que le problème de l'image de la pensée assume dans la philosophie de Deleuze. En effet, l'image de la pensée est non pas un problème entre autres pour Deleuze, mais le problème par excellence de la philosophie en tant que telle. Si bien que ce problème va engager la partie la plus intime de sa pensée, et il va en constituer le milieu, comme une sorte de noyau toujours décentré, duquel, tour à tour, les problèmes affrontés et les concepts créés par Deleuze, jaillissant de manière concentrique ou stratigraphique, au cours d'une expérience très variée comme la sienne, qui, on le sait, s'étend de l'histoire de la philosophie à la politique, de la critique littéraire à la psychiatrie, de la peinture au cinéma. À la différence de ce qu'on dit habituellement au sujet de sa pensée, Deleuze affirme que la philosophie est essentiellement un système. Si on devait se demander ce que Deleuze entend pour système, on pourrait dire de manière très très générale qu'il s'agit d'une conception de la pensée philosophique comme quelque chose qui, loin de s'enfermer ou de se compléter dans un système tout donné, ne cesse
au contraire de se structurer de manière systématique. C'est le devenir du système plutôt que le système lui-même. On dirait alors que Deleuze se réfère essentiellement à la systématicité comme en tant que qualité première de la pensée philosophique. Et sous ce jour, les systèmes pour chaque philosophe n'est rien que la structure théorique qui anime la pensée d'un philosophe. Il faut penser notamment à ce que Deleuze a appelé structure. Qu'est-ce que c'est que la structure? Ou bien ne vaudrait mieux de se demander, comme le fait Deleuze, à quoi reconnaît-on une structure? Bon, une structure est fondée sur trois règles essentielles. Premier, la structure est composée de deux séries d'éléments hétérogènes. Deuxième, chaque élément d'une série peut se reconduire en élément de l'autre série. Troisième, dernier, un élément de la deuxième série doit toujours pouvoir être distingué d'un élément de l'autre série. Or, le principe fondamental de la structure est qu'il ne peut y avoir qu'un seul élément qui soit en même temps hétérogène par rapport à la première série ainsi qu'à la seconde. Faute de cet élément très particulier, qui est pensable à l'instar d'une sorte de chromosome anormal, et que Deleuze lui-même définit comme instance paradoxale, il n'y a pas de système du tout, pas de structure du tout. En effet, faute de cet élément, il ne pourra y avoir ni correspondance, ni discernibilité entre les éléments de deux séries, ni même la possibilité de rapporter un élément d'une série en élément de l'autre. Il n'y a pas de structure. Le caractère central de l'image de la pensée dans la philosophie de Deleuze doit être démontré, ce sera ma thèse aujourd'hui, en établissant un rapport avec l'idée fondamentale pour laquelle un concept n'existe pas indépendamment du problème auquel il répond. C'est cette idée qui permet d'envisager la philosophie de Deleuze en tant que système, et plus précisément, en tant que pensée qui a une structure théorique, justement, ce qu'il a en soi l'élément qui fonctionne en tant qu'instance paradoxale, comme le principe premier de la structure. Et dans la philosophie de Deleuze, l'image de la pensée joue donc ce rôle décisif. Dans ce sens, il faut commencer par l'hypothèse d'après laquelle la philosophie de Deleuze est une structure avec deux séries hétérogènes, les problèmes et les concepts, et une instance paradoxale qui ne se réduit justement ni au concept ni au problème. Et c'est uniquement en vertu de cette instance, donc, que nous pouvons reconduire tout concept deleuzien à un problème déterminé, en évitant ainsi de prendre un de ces concepts pour un de ces problèmes. Et c'est dans ces valeurs paradoxales que, dans mon intervention, je voudrais, il sera possible de parler de l'image de la pensée comme les problèmes de la philosophie chez Deleuze. Donc, le rapport fondamental, c'est entre concept et problème. Dans Qu'est-ce que c'est la philosophie, qui est le dernier livre écrit par Deleuze avec Guattari, Deleuze clarifie la distinction entre un concept et un problème en explicitant les rapports nécessaires qui les relient. Donc nous pouvons lire la deuxième citation de Qu'est-ce que c'est la philosophie. Tout concept renvoie à un problème, à des problèmes sans lesquels il n'aura pas de sens, et qui ne pouvant eux-mêmes être dégagés ou compris qu'à fur et à mesure de leur solution. Il est vain de se demander si des cas à tort ou raison. Les concepts cartésiens ne pouvant être évalués qu'en fonction des problèmes auxquels ils répondent. Et si des concepts peuvent être remplacés par d'autres, c'est sous la condition de nouveaux problèmes. Un concept a toujours la vérité qui lui revient en fonction des conditions de sa création.
Et si l'on peut rester platonicien, cartésien ou kantien aujourd'hui, c'est parce que l'on a le droit de penser que leurs concepts peuvent être réactivés dans nos problèmes et inspirer ces concepts qu'il faut créer. Et quelle est la meilleure manière de suivre les grands philosophes? Répéter ce qu'ils ont dit ou bien faire ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire créer des concepts pour des problèmes qui changent nécessairement. Quand un philosophe en critique un autre, c'est à partir des problèmes et sur un plan qui n'éteignent pas ceux de l'autre et qui font fondre les anciens concepts comme on peut fondre un canon pour en tirer de nouvelles armes. Critiquer, c'est seulement constater qu'un concept s'évanouit, perdre de ses composantes ou un hacker qui les transforme quand il est plongé dans un nouveau milieu. Or, l'idée de l'illusion de problème, cependant, trouve sa première configuration déjà dans la dense réflexion que Deleuze a conduit entre les ans 50 et 60, notamment dans le cadre de la difficile gestation de sa thèse différence et répétition. À ce propos, on pourrait rappeler que cette thèse, au départ, aurait dû porter sur la notion de problème. Le sujet originaire, c'est la notion de problème. Ça a été la notion de problème. Et ce n'est fou qu'après la rupture inattendu avec Jean Hippolyte, son premier maître et premier directeur de sa thèse, que Deleuze choisit un autre directeur, Maurice de Gandillac, pour un autre sujet qui sera donc différence et répétition. Et dans le troisième chapitre, différence et répétition, l'image de la pensée, Deleuze affirme que le lien imposé à la pensée par les pouvoirs de l'image dite dogmatique ou classique de la pensée, et ici la notion de pouvoir semblerait avoir une acception encore toute négative, comme si c'était potestas, ou bien quelque chose de seulement limitant. Bon, ce pouvoir aurait, au cours de l'histoire, empêché la philosophie d'accéder complètement à ce qui Deleuze définit les problèmes en tant que problèmes, ou bien l'être en soi du problématique. D'après Deleuze, affirme que ce pouvoir de l'image postulerait l'impossibilité de penser authentiquement les problèmes en tant que tels, en limitant ainsi la philosophie à, je cite de différentes répétitions, décalquer les problèmes et les questions sur les propositions correspondantes qui servent ou pourront servir de réponse. D'où aussi, dit Deleuze, notre habitude de concevoir les problèmes en tant que quelque chose qui disparaît, dit Deleuze, dans le moment même où la solution comparaît. Pour Deleuze, au contraire, les solutions n'ont qu'un pouvoir d'épuiser les problèmes, qui est tel uniquement en vertu du fait qu'il possède la véritable puissance enracinée de continuer à subsister non pas au-delà, ni abstraction faite de ces solutions, mais dans et à travers toutes les solutions. Je cite la troisième citation. Un problème n'existe pas hors de ces solutions, mais loin de disparaître, il insiste et persiste dans ces solutions qui les recouvrent. Un problème se détermine en même temps qu'il est résolu, mais sa détermination ne se confond pas avec la solution. Les deux éléments différents en nature, et la détermination est comme la genèse de la solution concomitante. Cela entraîne un dernier ressort et est une différence nette entre problème et solution, comme l'on veut. Et aussi, c'est que Deleuze définit un déplacement des valeurs logiques, les vraies et les fausses. Déplacement du plan de solution à celui de problème. Et c'est en vertu de tel argument que, de ses écrits sur Bergson qui datent des années 50, Deleuze soutient la thèse fondamentale selon laquelle il n'y a pas de solutions vraies ou fausses en philosophie, mais uniquement des vrais ou fausses problèmes. Puisque seul le problème est capable ou bien a la puissance, on ne dira plus pouvoir, de déterminer le sens par lequel nous affirmons la vérité ou la fausseté des solutions. Il faut maintenant se concentrer sur deux éléments décisifs qui ont émergé
jusqu'ici. Premier, la logique du rapport entre problème et solution, c'est-à-dire du rapport entre problème et concept. Bien que le lexique, le milieu, l'horizon de discours, c'est chronologiquement autre, mais la forme du rapport entre différentes répétitions, qu'est-ce que c'est la philosophie, est pensée de la même manière par Deleuze. Deuxième élément, c'est que Deleuze appelait le cercle vicieux qui empêche d'accéder aux problématiques, aux problèmes en tant que tels. Donc, premier, la logique du rapport. Entre problème ou solution ou problème et concept, si on choisit de se référer à qu'est-ce que c'est la philosophie, il y a un rapport d'expression que Deleuze emprunte en son tour aux philosophies de Leibniz et surtout de Spinoza. D'après ces schémas, d'après lesquels, je cite le schéma, l'exprimé n'existe pas indépendamment de l'expression qu'il exprime. Les problèmes, en tant qu'il est ce qui est exprimé, n'existent pas indépendamment de la solution ou du concept qui l'exprime, puisque ceci constitue justement l'expression du problème. Le schéma est, en résumé, le même que celui par lequel Spinoza, plus ou moins, conçoit les rapports entre la substance, les attributs et les modes, c'est-à-dire une ainsi dite logique d'injonction inclusive, en vertu de laquelle deux termes subsistant tous les deux en fonction d'une appartenance radicale réciproque. Je dirais en synthèse, l'une n'existe pas sans l'autre. Et dans ce schéma, dans cette logique, ce qui compte pour Deleuze est moins le schéma lui-même par lequel elle se reproduit que son fondement. Le fondement par lequel elle est littéralement motivée ou énervée. C'est-à-dire l'immanence réciproque de deux termes l'un avec l'autre. Et c'est cette idée d'immanence qui représente le leitmotiv de la pensée deleuzienne. Deuxième, le cercle vicieux. Le point le plus délicat du discours deleuzien autour de la notion de problème est constitué par le fait qu'il fait venir au jour un cercle vicieux dont la compréhension relève de manière décisive de la notion de problème et, plus indirectement, de notre propre thèse sur l'image de la pensée comme les problèmes de la philosophie chez Deleuze. Donc, je cite la quatrième citation de différentes répétitions. Étrange saute sur place ces cercles vicieux par lesquels les philosophes prétendent porter la vérité des solutions jusqu'à des problèmes, mais, encore prisonnières de l'image dogmatique, renvoyer la vérité des problèmes à la possibilité de leur solution. Ce qui est manqué, c'est les caractéristiques internes du problème en tant que tel, l'élément impératif intérieur qui décide d'abord de sa vérité et de sa fausseté, et qui mesure son pouvoir de genèse intrinsèque. Et c'est important, c'est moi qui souligne ça. Deleuze l'appelle l'objet même de la dialectique. Je pense que la thèse de Deleuze est claire. Jusqu'à ce que la pensée philosophique ne pénètre par la critique au cœur de l'image, qu'elle s'est construite à elle-même historiquement, aucune opération autre que celle par laquelle on décalque la vérité du plan de solution ensuite à celui des problèmes ne peut résulter possible. Et nous montrant ces faux mouvements, c'est-à-dire cette décalque par lequel les problèmes est pensé à partir de la possibilité de le résoudre, Deleuze dévoile un aspect lui aussi décisif et très aporétique par rapport au problème de l'image. C'est que l'image empêche le véritable mouvement de la pensée. Et Deleuze a affirmé explicitement qu'il y a une image dogmatique ou classique de la pensée qui empêche de commencer à penser véritablement, de faire, pour ainsi dire, le premier pas. Mais c'est justement sur ce point qu'il y a la possibilité de rater les cibles
c'est-à-dire de manquer la nature la plus intime de l'image de la pensée. Et cela irait dans le même sens de ce que Deleuze pointe du doigt dans les passages qu'on vient de citer, comme la possibilité de rater l'essence intrinsèque du problème. En effet, si l'on se tromperait en concevant les problèmes uniquement à partir des solutions, on se tromperait tout aussi bien si on lisait Deleuze en concevant l'image à partir de ses effets, ou, pour le dire de façon plus concrète, à partir du fait qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Deleuze et que, dans différentes répétitions, nous montre les effets historiques de l'image. Ce qu'elle aurait entraîne et surtout ce qu'elle continue à empêcher. L'impossibilité de penser est justement imputable au pouvoir que l'image exerce. On n'arrive pas à penser autre que ce qu'elle-même permet de penser. Deleuze semble, à ce stade, si nous lisons différentes répétitions, le chapitre 3, rendre ses intentions manifestes, voire dicter une sorte de programme. Les premières pages du chapitre 3 des différentes répétitions, en effet, s'adonnant à ce que Deleuze même appelle lutte rigoureuse contre l'image, une critique radicale de ses présupposés, ayant pour but une sorte de libération de la pensée qui doit se réaliser par des termes nietzschéens, grande destruction. Et c'est une instance réactive de la pensée deleuzienne donc, laquelle semblerait conduire nécessairement à une conclusion du discours qu'on pourrait bien définir iconoclaste. Destruction de l'image tout court. Conclusion qui n'est pas si évident en revanche, surtout si l'on considère que c'est dans ces pages mêmes que Deleuze entame une exposition très importante du thème bien connu du dehors de la pensée. En effet, ce que l'image empêche de retenir, c'est ce que Deleuze appelle son dehors. Mais ce même dehors ne doit pas être pris comme quelque chose qui est en dehors de l'image elle-même. L'aspect le plus radical du problème revient au fait qu'il y a quelque chose qui empêche de le penser. L'hypothèse centrale, donc, c'est qu'il s'agit ici de la même forme d'injonctive inclusive du rapport qui a émergé à propos du rapport entre problème et concept. La nature complexe de cette véritable limite de la pensée peut être approfondie davantage. Définissons à nouveau les problèmes de l'image de la pensée, ou bien, plus précisément, revenons à insister sur le même problème. Donc, demandons-nous si le rôle exercé par cette limite, par l'image de la pensée donc, soit à son tour limité à empêcher à la pensée de penser autre que ce que la limite lui permet de penser. Plus précisément, bref, demandons-nous si une limite n'existe pas qu'en rapport à sa fonction la plus notoire, celle de limiter, d'empêcher, de borner, d'interdire, ou bien si elle, la limite, ne puisse avoir d'autres fonctions aussi même. Par exemple, c'est ça la référence kantienne, dans le prolégomène à toute métaphysique future, Kant propose une double signification de la limite. Le dernier chapitre de prolégomène, intitulé « De la détermination des limites de la raison pure », s'ouvre avec le paragraphe 57, au milieu duquel Kant distingue l'idée de limite comme Grenze, qui Guillermy, le traducteur français, traduit par le mot limite, de l'idée de limite comme Schranke, traduit par borne. Si, dans le premier sens du Grenze, je cite, on suppose toujours un espace qui se trouve à l'extérieur d'un endroit déterminé et qui inclut cet endroit, dans le second sens du Schranke, en revanche, on a affaire, je cite, seulement avec des négations affectant une grandeur pour autant qu'elle n'a pas une intégralité absolue. Et c'est pourquoi en français, comme en allemand,
on devrait s'efforcer de distinguer aussi même théoriquement les deux sens de la limite. Et Kant affirme notamment qu'à la différence des bornes, les limites ont aussi une fonction non négative. Et ce que veut dire, en résumé, que tandis qu'une limite est en soi déjà une borne, vice-versa, une borne, si on voudrait hypothétiquement les concevoir à travers une opération d'abstraction pour soi, demeure seulement une borne. Or, la validité de la thèse sur l'image de la pensée comme les problèmes de la philosophie de Deleuze relève de cette distinction. C'est là parce que ce n'est qu'en pensant l'image comme limite, dans le sens kantien du Grenze, la première signification, qu'elle peut être en même temps et un problème et un concept. Au contraire, si on pensait l'image seulement comme une borne, elle sera seulement un concept. Ce n'est que dans le premier sens, donc, que la structure théorique de la pensée de Deleuze resterait valide. Alors que, dans le deuxième sens, en admettant l'existence d'un concept qui ne se réfère pas à un problème déterminé, elle finira par s'effondrer avec la thèse même que je propose sur l'image de la pensée. On a pu remarquer ci-dessous, en effet, que le trait essentiel de l'image de la pensée est que ce qu'elle empêche à penser n'existerait pas sans celle-même qui l'empêche. C'est un rapport d'expression, donc. De plus, on reconnaîtra dans la définition kantienne du Grenze, la même traite d'injonctif inclusif qui est à la base du rapport existant chez Deleuze entre l'image et son dehors. Et ce type de rapport, en ce tour, est plus ou moins identique de celui existant entre problème et solution ou entre problème et concept. L'expression, justement, en vertu de laquelle, dans ces cas, le concept n'existe qu'en relation au problème duquel il est l'expression. On ne devra donc pas se demander si Deleuze conçoit l'image de la pensée comme Grenze, une limite, ou comme Schank, une borne. Mais on devra nécessairement affirmer que l'image est une limite, puisque ce n'est qu'en ce sens que l'image peut être en même temps une limite et une borne, un problème et un concept, mais surtout elle peut être la possibilité de penser son dehors et l'impossibilité de les penser en dehors. Au moment même où nous posons l'out-out entre l'image de la pensée en tant que limite et l'image de la pensée en tant que borne, en effet, une disjonction sans inclusion deviendra ainsi possible, qui admettrait par exemple l'existence d'un concept sans problème corrélé. Si bien qu'on pourrait affirmer en plus que l'image serait uniquement un concept. Mais ici, on ne fait que considérer l'hypothèse contraire par rapport à celle qu'on a prise comme point de départ, c'est-à-dire l'idée que l'image de la pensée soit les problèmes de la philosophie de Deleuze. Hypothèse selon laquelle, on ne saurait insister là-dessous, l'image de la pensée est le seul élément de la structure théorique de la pensée deleuzienne qui est en même temps problème et concept. Et c'est la raison pour laquelle nier à la limite la possibilité d'expliciter une autre fonction que qu'elle seulement négative de borne conduirait nécessairement à nier l'effet que l'image de la pensée puisse en même temps être concept et problème. Bref, l'out-out entre l'image de la pensée comme limite et l'image de la pensée comme borne permettrait d'affirmer ce que Deleuze refuse décidément, c'est-à-dire l'existence d'un concept qui n'a pas un problème correspondant. Et c'est pourquoi il faudra repousser l'out-out comme un faux problème et considérer l'image de la pensée comme les problèmes de la philosophie. Donc, je vais à ma conclusion à partir de l'hypothèse sur la structure théorique de la pensée deleuzienne et du lien étroit qu'il y a avec l'idée fondamentale selon laquelle un concept n'existe pas en dehors du problème qu'il exprime, on pourrait mieux comprendre la manière dont l'image de la pensée se transforme dans les deux ouvrages où Deleuze en traite explicitement, à savoir Différence et répétition et qu'est-ce que c'est la philosophie. Dans ce deuxième ouvrage, en interprétant l'image de la pensée comme un plan d'immanence, Deleuze en rend l'essence plus explicite. En effet, l'inépuisable puissance de l'image est ici mise en lumière, ce que dans Différence et répétition restait encore partiellement scellé derrière un pouvoir apparemment seulement
limitatif, voire oppressif. Donc nous pouvons lire la dernière citation de qu'est-ce que c'est la philosophie. Le plan d'immanence comme image de la pensée. Le plan d'immanence n'est pas un concept pensé ni pensable, mais l'image de la pensée. L'image qu'elle se donne de ce que signifie penser. Faire usage de la pensée. S'orienter dans la pensée. Ce n'est pas une méthode, car toute méthode concerne éventuellement les concepts et suppose une telle image. Ce n'est pas non plus un état de connaissance sur le cerveau et son fonctionnement, puisque la pensée n'est pas ici rapportée au cerveau comme à l'état des choses scientifiquement déterminables, où elle ne fait que s'effectuer, quel que soit son usage et son orientation. On dira que le plan d'immanence est à la fois ce qui doit être pensé et ce qui ne peut pas être pensé. Ce sera lui, le non-pensé dans la pensée. C'est le socle de tous les plans, immanent à chaque plan pensable qui n'arrive pas à les penser. Il est le plus intime dans la pensée, et pourtant le dehors absolu. Un dehors plus lointain que tout monde extérieur, parce qu'il est un dedans plus profond de tout monde intérieur. C'est l'immanence. Et ici Deleuze cite Blanchot, l'intimité comme dehors, l'extérieur devenu qui étouffe à la renversement de l'un et de l'autre, de l'entretien infini. L'aller-retour incessant du plan, le mouvement infini. Peut-être, et c'est le geste suprême de la philosophie. Non pas tant penser les plans d'immanence, mais montrer qu'il est là. Non penser dans chaque plan. Donc, à la lumière de ce qu'on vient de dire, on peut écarter l'hypothèse de deux concepts d'image de la pensée dans Deleuze. Le concept d'une image, pour ainsi dire, mauvaise, celle du pouvoir de différentes répétitions, et celui d'une seconde image, pour ainsi dire, bonne, celle de la puissance, dans qu'est-ce que c'est la philosophie. On penchera pour parler plutôt de deux expressions du même problème. Dans le premier comme dans le second cas, en effet, l'image de la pensée ne peut être comprise qu'en un seul et même sens, à savoir celui d'après lequel l'image ne peut être qu'à la fois problème et solution, problème et concept, limite et borne. On évite ainsi d'attribuer au discours deleuzien une valeur seulement iconoclaste, en déplaçant plutôt l'attention sur l'instance moins interrogée qu'on peut appeler iconogonique ou iconogénétique. Instance qui les motive et qui nous aide à voir une question qui anime profondément Deleuze, tout comme elle a animé, pour ne donner que deux exemples, Platon et Kant. Et la question c'est ça. Comment la pensée peut-elle coexister avec sa puissance physiologique à produire des images? Ou comme écrit Aristote dans les Animas, que j'ai cité dans le feuille, l'âme ne peut pas penser sans image. Donc on ne peut pas parler du pouvoir des images, donc, en faisant abstraction de leur puissance effective. Par rapport au pouvoir et à la puissance des images, toutefois, notre attention pourra se concentrer sur la manière de la philosophie d'exprimer les rapports nécessaires. Une manière au sujet de laquelle, en insistant sur la portée du verbe latin cogere, dans les termes de coaction, par exemple, on peut commencer à parler d'une cogentia de l'image. Ce sera le caractère par lequel le geste du philosophe prend sa forme dans ce qu'on pourrait appeler, toujours avec Deleuze, l'aller-retour incessante du pouvoir à la puissance, signe évident de la vocation intimement dialectique en tant que problématique de la pensée philosophique. Merci. J'ai un problème. Oui. Je ne sais pas si c'est un concept ou non. La question est si Deleuze pense l'image seulement comme, ici, non, dans la présentation, comme condition. C'est-à-dire, il ne pense pas, il n'y a pas une philosophie de l'image. Hein. Il y a une... La philosophie est dans l'image. C'est ça. Non, mais l'image, qu'est-ce que signifie ici image?
conception. Conception du pensée, mais avec une interprétation de Entschuldigung, ich habe Deutsch oder Italienisch. Also, was ist dieses Bild des Denkens? Ist eigentlich ein Verständnis dessen, was Denken ist, was philosophisches Denken ist, wobei aber keine feste, sozusagen determiniertes, bestimmtes Verständnis ist, sondern auch fino a un certo punto, comprendo. Tu non capisci tedesco? Cioè, scusa. Io ero italiano. Okay. No, ma non in italiano. No. Qu'est-ce que c'est? Preferirei. Qu'est-ce que c'est? No. Qu'est-ce que c'est que signifie image ici? Parce que je vais ici une conception qui c'est très pareille à la conception spéculative et transcendantale de Fichte, la conception spéculative et transcendantale de Hegel, l'identité de la non-identité. La structure logique est la même. C'est cette structure logique. Mais qu'est-ce que c'est la contribution de sa cognition, de sa compréhension de la pensée philosophique pour une philosophie de l'image? C'est la première question. Et la deuxième question, c'est la suivante. C'est vrai que la philosophie, que dans la philosophie, nous avons seulement problème et pas de solution. C'est vrai que nous n'avons pas de solution en philosophie. Je crois que nous avons une solution aussi en philosophie. Et que la philosophie, come si dice, mirare vise à obtenir une solution et que la solution est déjà quelque chose qui détermine les problèmes comme tel. Sans une préconnexion de la solution du problème, nous n'avons pas de problème. C'est aussi la pensée de Deleuze. La question c'est que nous avons des solutions aux problèmes, nous avons un problème différent et nous avons autre tentative de solutionner les problèmes. La troisième question est connectée à la première question. La question de l'iconoclastie. L'iconoclastie tient à voir avec autre chose, avec la puissance de l'image visuelle et la critique la critique les périls, comment si dice, il pericolo, Le danger. Le danger, à la fascination de l'image visuelle, etc. Mais comment on peut parler d'iconoclastie dans un cadre qui est totalement concept théorique, oui, conceptuel. Oui. Donc la contribution de cette thématique en théorie de l'image. Bon, et je dirais que le cadre, la perspective que j'ai empruntée ne touche pas l'élément comme l'affectivité, la perception qu'ils ont les milieux, les coordonnées d'une possible théorie de l'image. Mais mon but aujourd'hui, si nous pouvons dire ça, c'est de voir comment la pensée deleuzienne marche, sa fonction. C'est-à-dire qui, dans le moment en quoi moi ou vous allez à chercher des informations sur une théorie de l'image ou de la perception chez Deleuze, c'est possible d'avoir ces mêmes dispositifs, nous pouvons dire, théoriques ou conceptuels en action. Par exemple, dans notre côté, quand Deleuze fait la critique du transcendantal, la théorie de l'affectivité, non, le chemin c'est ça. Le chemin c'est le même parce que quand il y a la critique de Kant que nous avons vu avant là,
Et le chemin, c'est ça. Deleuze soutient par exemple, les catégories, les concepts sont de calque, sont des images décalquées. La formule deleuzienne, c'est notoire. Le transcendantal kantien, c'est pas un transcendantal véritable, authentique, parce que c'est un décalque de l'empirique. C'est une image dans le sens seulement de... C'est pareil la question de Fichte. Oui. Donc, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est une sorte d'exposition, de mon point de vue, du dispositif théorique deleuzien et de la... je m'excuse avec le deleuzien s'il y a quelqu'un, et de la dialectique qui est à nous dans la pensée de Deleuze. Parce qu'il est notoire que Deleuze c'est l'ennemi de la dialectique, mais oui, de la dialectique hegelienne. Mais il y a une dialectique chez Deleuze, nous l'avons vu, qui est une dialectique liée à la notion de problème, pas à la pensée de la représentation. Donc, pour la contribution, j'ai proposé cette solution, de passer du dispositif à l'expérimentation du dispositif. Par exemple, je pense que le dispositif c'est le même dans le travail que Deleuze fait sur le cinéma. Et nous l'avons vu aujourd'hui. Dans la deuxième question, le problème et la solution. Ah oui, il y a des solutions. Moi, je pense que quand Deleuze ici parle du fait que dans la philosophie, on n'y a pas de vraies ou fausses solutions, je pense qu'il a pensé au fait que, à la différence de la science, par exemple, qui travaille sur l'hypothèse à partir d'hypothèses déterminables et qui cherche des solutions parce que seulement les solutions, peut-être, ils sont importantes. Donc, Deleuze se raffronte au moment très très pratique. Donc, nous pouvons dire ça, c'est une confrontation entre la philosophie comme pratique de la pensée et par exemple la science comme réponse, solution à des problèmes de la vie pratique. Donc, il y a cette sorte des écarts entre la vie pratique et la dimension de la pensée, de la pensée en train de se faire, mais il y a aussi, je pense, chez Deleuze, l'attention à souligner comment la pensée théorique même, ces sortes de primauté qu'il y a dans la métaphysique de la pensée, parce que Deleuze parle de soi-même comme un pur métaphysicien. Excusez-moi. Le primat du bios théoretikos, non, de la vie contemplative, implique aussi même une pratique de la philosophie. Et ces pratiques, c'est ce que Deleuze a appelé un empirisme dans le même cas. C'est une sorte de casistique, non, de rencontrer des problèmes et poser les problèmes philosophiquement. Là, même problème, la science, plutôt qu'un autre savoir ou pratique de la vie humaine, le même problème, c'est une autre chose. Pour la philosophie, c'est ça. Pour la philosophie, c'est la sorte de préoccupation de travailler jamais en donnant vitalité à les rapports entre les problèmes et les solutions. Travailler une pratique que n'implique la possibilité que celui qui fait cette pratique Peut-être que nous devons déterminer le contexte du problème, ouais. Que le contexte du problème change. Et le milieu, l'appelle de le milieu change, de cette façon change aussi la pensée du problème et la solution se problématise autrefois.
La troisième question, je pense que de l'iconoclastie. C'est un terme que j'ai utilisé arbitrairement, donc je n'ai pas pris de référence. Mais l'iconoclastie, historiquement, pas pensé. Oh, je voulais juste dire que peut-être quelque chose qui m'a aidé précisément à comprendre ce dispositif de décalque et de comprendre la dialectique, comme tu dis, de la pensée deleuzienne, était précisément une citation qu'il a, me semble, pris de Nietzsche, au sens où il pensait la philosophie, pas comme philosophie précisément, comme il le dit, mais comme une misosophie, c'est-à-dire en tant que différenciation perpétuelle d'une image qui est donnée d'emblée, qui suppose une première adéquation, comme ça, une adhérence à l'image. Alors, ce que, me semble-t-il, propose Deleuze, ce n'est pas cette simple adéquation à l'image, mais plutôt le différer de cette image continuellement, de créer des distinctions au fur et à mesure. Et je crois que c'est en cela que consiste sa pensée à travers de l'image. Donc, à nouveau, donc, en tout cas pour moi, c'est prendre, pas comme prétexte, mais comme motif, c'est-à-dire pour différer, se distinguer constamment vis-à-vis de cette image-là qui est donnée. Donc, c'est pas la simple adhérence à l'image, mais plutôt, dans ce sens-là, misosophie. Oui, oui. Et je pense que tu as touché les problèmes que j'ai appelé les problèmes du premier pas. Comment commence à penser. Et le premier pas, chez Deleuze, mais aussi chez Platon, le Platon de Deleuze, c'est ce que Deleuze appelait l'effraction. L'effraction, qu'est-ce que c'est? C'est, nous pouvons dire ça, c'est le pouvoir strictement violent de ce qui est en dehors. Et c'est cette expérience de forcer, ce qui force à penser, Deleuze l'appelle l'objet de la pensée. Et les images, et aussi, par exemple... la contrainte vis-à-vis de cette image qui est donnée. Oui, oui. Et c'est important aussi pour comprendre les rôles de l'idée de vérité, par exemple, dans la philosophie de Deleuze. La vérité, c'est pas l'ami naturel de la pensée, mais c'est l'ennemi. Oui. Parce que, par exemple, la modalité de manifestation de la vérité dans une expérience, c'est jamais chez Deleuze, qui lit quelques passages platoniciens dans ce sens, c'est une effraction, donc c'est une violence, c'est l'affectivité dans laquelle l'image, par exemple, c'est quelque chose qui structurellement fait une violence à la pensée. Et c'est le chemin de la philosophie comme apprentissage, je l'appelle Deleuze, comme un parcours de formation. Dans le sens... dans quel sens? Le sens dans lequel, pour commencer à penser, il faut qu'il y ait quelque chose en dehors de la pensée qui montre toute sa puissance dans l'illusion aussi. Donc c'est ça l'image, par exemple, d'une théorie de l'image plus concrète chez Deleuze. La puissance il y a une expression en italien que je ne sais pas comment traduire en français. Prendere un abbaglio. Prendere un abbaglio. Sì. Tromper. C'est tromper. Être leurré. Oui, oui. La leurre. Le sens de la leurre. Le premier pas, c'est ça. C'est le shine, la puissance illusoire. Tu as parlé de la relation réciproque du problème et solution et que l'une n'est pas sans l'autre, et ensuite que ça produit la vérité mais en même temps la non-vérité. Alors ça veut dire que c'est ça est vrai, quelle forme de vérité peut être cette forme de... La vérité doit être paradoxale en ce moment. Et nous avons déjà parlé du fait du quasi-transcendental.
est-ce qu'il y a ici une relation entre quasi-transcendantal et la paradoxalité de la vérité? Une question ouverte. Nous pouvons dire ça dans une modalité très synthétique, que ces renouvellements continus de la forme du transcendantal, qui définissait quelque chose comme un quasi-transcendantal, est possible à partir d'une expérience que nous pouvons définir paradoxale. Qu'est-ce que c'est une expérience paradoxale? C'est l'expérience qui fait violence à la pensée et qui, dans la théorie par exemple, d'une théorie des facultés, par exemple, de les rapports entre la sensibilité, la mémoire, l'imagination, etc., l'expérience paradoxale, c'est l'expérience qui n'est pas une expérience ordinaire. C'est l'expérience qui conduit les facultés à ce qui Kant lui-même, dans la troisième critique, appelait l'accord discordant entre les facultés, le libre jeu, le jeu libre indéterminé entre les facultés. Freispiel. Parce que c'est une thèse, par exemple, dans la théorie de la connaissance et de l'expérience deleuzienne, qui, ce qui force à penser, c'est quelque chose qui est en dehors. C'est dehors, nous l'avons vu, c'est l'en-pensée dans la pensée, et que nous montre que notre faculté ne naissent pas chacun dans son nature, ne sont pas ordonnés en présupposant la convergence sur une sorte de centre de convergence, qui peut être l'idée du sujet même. Mais chaque faculté a une propre nature, une propre tension. Et dans la troisième critique de Kant, cette tension est manifestée par le fait même que les facultés font violence l'une à l'autre. Et cette violence, c'est chez Deleuze l'accès au transcendantal. C'est la modalité d'accéder, lui dit, empiriquement ou expérimentalement, on dit, au transcendantal. Qu'est-ce que vous voulez dire avec accès au transcendantal? Accéder au transcendantal. Que chez Deleuze, le transcendantal kantien, c'est déjà, en tant qu'a priori, un accès nié à la possibilité même de faire une expérience radicalement nouveau. Parce que c'est déjà constitué, déjà factuellement. Comme nous avons dit déjà, c'est parce que l'a priori, c'est déjà là. Donc, la métaphore d'une accès transcendantal, c'est fausse, parce que ce n'est pas un accès à quelque chose qui est déjà là. Ce n'est pas un accès à une dimension qui est déjà présente. Et une constitution de cette dimension dans la réflexion produisante. C'est juste. Tu es un expert de Deleuze. Je me demande, qu'est-ce qu'il est le percept? Parce que tu as parlé d'une idée d'une image très loin de la théorie esthétique de Deleuze, mais nous avons une sortie théorie esthétique de Deleuze, par exemple le cinéma. Mais l'idée de percept, c'est très passionnant, c'est très intéressant pour moi, et je voudrais savoir quelque chose de plus... Le percept, c'est une forme conceptuelle
qui ce n'est pas, nous pourrons dire, subsumible sous des catégories déjà données. C'est la forme conceptuelle qui naît avec et dans les nouveaux. Deleuze ne l'appelle pas phénomène, parce que ce n'est pas un phénoménologue. L'événement. Non, ce n'est pas quelque chose de visuel. Je pense, par exemple, dans qu'est-ce que c'est la philosophie, c'est, Deleuze l'appelle, par exemple, quand il parle de la littérature, c'est quelque chose qui survit à... C'est un vécu, par exemple, qui survit à celui qui l'a vécu, mais qui ne peut exister pas sans l'événement d'être vécu par da chi l'ha vissuto. C'est dépendant ou indépendant? C'est dépendant, il y a un rapport d'expression. Donc le percept, c'est l'exprimer de l'événement. Et l'exprimer de l'événement n'est pas susceptible d'être séparé de l'événement lui-même. C'est possible de séparer, mais c'est une opération d'abstraction. D'abstraction qui, chez Deleuze, comment chez Bergson, c'est une abstraction. C'est tirer en dehors. Et chez Deleuze, les catégories kantiennes sont ça, sont de percepts communs, très probables, parce qu'ils appartiennent à l'expérience de chaque jour. Par exemple, reconnaître quelque chose. Autre expérience très très ordinaire, l'appelle Deleuze. Et chez Deleuze soutient que les catégories kantiennes sont ça, sont des calques des expériences très ordinaires. Plus en général, Deleuze pense que la philosophie se doit intéresser à l'extraordinaire, à l'événement, à une dimension qui c'est l'impensé dans la pensée. Et non pas à légitimer l'ordinaire. Et le transcendantal kantien chez Deleuze, c'est un dispositif de légitimation de l'ordinaire, de l'expérience ordinaire. C'est-à-dire, dans le même temps, l'impossibilité d'une sorte de cogence, de dispositif d'emprisonnement de l'expérience à venir. Et ces dispositifs, chez Deleuze, c'est une autre question, mais est aussi exposé dans le 3e chapitre de Différentes répétitions, ce dispositif s'est affirmé historiquement en termes de reconnaissance. Pour Deleuze, ce dispositif, c'est pas l'anerkennung hegelienne en réalité, mais c'est la reconnaissance dans la théorie kantienne de la synthèse. C'est ça le dispositif. Merci. Il y a d'autres questions? J'ai une petite question. Autour de l'usage deleuzien du terme image. Dans ces contextes-là, j'ai toujours eu un problème avec cet usage du terme dans ces contextes. Et je m'explique. Il me semble que le terme image est le plus près d'une conception de la représentation que Deleuze peut refuser. Et de l'autre côté, de ta relation et de texte de Deleuze aussi, je comprends que l'image de la pensée est, selon lui, plutôt un moyen d'organisation de la pensée ou une force de mouvement interne, le mouvement qui va entre problème et concept. De l'autre côté, tu as fait une sorte d'équivalence entre image, système et structure, si j'ai bien compris. Eux, dans les textes deleuziens sur le structuralisme, la structure est le virtuel, par excellence. De l'autre côté, dans l'analyse deleuzienne de Bergson et après de Foucault,
les virtuels et le schéma. Le schéma dynamique chez Bergson, les diagrammes chez Foucault. Et donc, je me demande, c'est ce que je demande à Deleuze, pourquoi il a choisi d'utiliser le terme image, et c'est le cas d'un usage humoristique du terme d'image dans ce contexte-là. Moi, personnellement, je pense qu'il a utilisé un autre terme, par exemple le terme d'image, parce que Deleuze a été qui a recherché l'originalité toujours. Moi, je pense qu'il a utilisé le terme d'image pour n'utiliser pas le concept hegelien de présupposition, par exemple. L'absolu de Chénier. L'absolu, oui. De Chénier. L'image est l'absolu de Chénier. L'image est impossible, sa structure, c'est la parfaite idée de l'absolu de la Freie Schrift. Parfait. Cette idée d'une immanence dehors, okay? De l'identité, la différence, tu as dit quelque chose de similaire. Okay? Nous avons discuté pourquoi je suis sûr que... Comment faire l'absolu à être une image? Non, c'est pas une image, c'est une image impossible. C'est une part morte que dit quelque chose d'autre. Non. Pas l'image. C'est une image impossible. Pour amorcer une petite réponse, je dirais que l'image comme possible, qui n'est pas le virtuel, qu'est-ce que c'est? C'est un décalque d'une expérience déjà donnée. Et donc, c'est le premier sens de l'image. L'image, le premier sens hypothétiquement séparé de la dialectique de l'image. Donc, l'image comme pouvoir tout court. Le virtuel, c'est la virtualité, c'est la puissance. C'est la puissance en elle-même. Mais nous pouvons trouver ça aussi chez Heidegger, par exemple, quand il parle de l'être comme la qualité première de l'être chez Deleuze, c'est les problématiques. L'être, c'est problématique. Donc, je pense que en faisant une nouvelle utilisation du concept bergsonien du virtuel, Deleuze a effectué un passage très intéressant. Et c'est dans la philosophie contemporaine. Et c'est le passage de l'obsession le problème de l'être, l'ontologie, donc à l'être du problème. La philosophie comme analyse, expérience de ce caractère problématique de l'expérience, des choses, de cette profil vague, l'Abschattung vague, le profil vague, problématique. Bon, je pense que malheureusement les discussions devront plus continuer en dehors de la cercle ici, mais merci beaucoup pour ce dernier exposé. Et on se retrouve donc demain, mais de nouveau à côté. Alors, soit ici, soit là, à 9h pour les deux derniers exposés.